Je ne pensais jamais que j'allais être directrice de musée et je ne pensais pas que j'allais être dans la culture. Vous voyez, lorsque j'étais une enfant, j'avais un rêve tout à fait différent. Lorsque j'étais enfant, voici mon héros, c'était Sally Ride, la première femme américaine dans l'espace, aussi la première astronaute gay, mais elle n'était pas sortie du placard à l'époque. Lorsque j'avais 7 ans, elle est allée dans l'espace et j'ai dit, c'est ça, je vais travailler pour NASA. Et vers l'âge de 8 ans, j'avais décidé que j'allais devenir ingénieur électrique. Donc, j'ai suivi ce rêve. Je suis allée à l'école du génie, je suis allée à l'université et lorsque j'étais dans ma première classe, dans un cours d'ingénierie, c'est là où je me suis demandé si ce rêve que je croyais être le mien m'appartenait vraiment. Je suis rentrée dans cette salle de cours, j'ai sorti mon nouveau cahier de notes, ça sentait la craie, et puis j'ai regardé autour de moi, mes camarades de classe qui étaient assis autour de moi, il y en avait des centaines, et c'était tous des hommes. Dans mon programme, comme dans la plupart des programmes de génie à l'époque, et malheureusement c'est encore le cas aujourd'hui, mon programme avait 1% de femmes seulement, et ça c'était les élèves. Pour les professeurs, il n'y avait aucune femme professeure, et en fait, dans tout le temps que j'ai passé en génie électrique, je n'ai jamais rencontré une femme ingénieure. J'ai été diplômée et j'ai obtenu mon rôle de rêve, mon travail de rêve immédiatement à NASA et j'ai abandonné 6 mois plus tard. À un certain niveau, j'avais l'impression que ce n'était pas ma place. On a tous eu des expériences où on sent qu'on est à la mauvaise place. Peut-être que certains d'entre vous, vous ressentez ce sentiment à cette conférence aujourd'hui. Ce sentiment de ne pas appartenir, de ne pas avoir sa place, c'est puissant. C'est le sentiment qui m'a poussé à abandonner le rêve que j'avais depuis que j'étais une petite fille, mais ce sentiment m'a aussi poussé à adopter un nouveau rêve. Ce rêve que nous sommes ici, que nous allons discuter aujourd'hui, ce rêve qu'on peut créer des endroits où toutes sortes de gens ont un sentiment d'appartenance. Ce rêve m'a menée à être directrice du musée d'art, on l'appelle le MA. Et comme Catherine a mentionné, lorsque je suis arrivée en 2011, on n'était pas un espace communautaire. À l'époque, on avait 2 grands problèmes. Le premier, c'était l'argent. On n'avait pas l'argent. Quand je suis arrivée là, en tant que nouvelle directrice exécutive, on avait 16 000 dans la banque, on avait 36 000 de dettes et il n'y avait pas de chèque à l'horizon. Le conseil parlait de fermer les portes du musée. Et à l'époque, en fait, on avait un problème encore plus important et c'était le problème de pertinence. Il y avait plus de gens qui savaient que cet édifice, auparavant, c'était une prison. Ils ne savaient pas que c'était un musée et ça faisait presque 20 ans que c'était un musée. Et dans le contexte de cette crise, cette double crise, le conseil devait agir, embaucher une ancienne ingénieure en tant que directrice exécutive et trouver un nouveau chemin. Et dans la salle de conseil, voici la question qu'on nous posait. Comment est-ce qu'on attire de nouveaux visiteurs au musée? Comment est-ce qu'on peut les amener à s'abonner et à soutenir? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai compris cette question, mais ça m'a mis mal à l'aise un peu. J'avais entendu une version de cette question auparavant. Je l'avais entendue 15 ans auparavant à l'université, lorsque les gens posaient cette question. Comment attire-t-on plus de filles vers le génie? Je crois que maintenant, ce sont les mauvaises questions à poser. Je crois que ces questions nous mènent à des réponses paresseuses. Dans le génie, les gens vont dire des choses comme ça. Bien, peut-être que les filles ne sont pas faites pour ça. Dans les musées, dans les arts, les gens disent des choses comme ça. Mais peut-être que ces gens n'apprécient pas la culture. Les gens m'ont dit ça en pleine face pendant des années. On a décidé au MA qu'on allait poser des questions différentes. Pas des questions concernant eux à l'extérieur, mais des questions concernant nous et ce qu'on pouvait faire. On a décidé de poser cette question. Que sommes-nous disposés à changer pour accueillir un nouveau public? Que sommes-nous prêts à changer pour favoriser un sentiment d'appartenance parmi les nouveaux publics? Et donc, on s'est servi de ces questions pour changer notre musée, pour rendre un musée qui était accueillant pour tous. Et vous allez voir souvent qu'il y a des gens latinos dans ces photos et beaucoup d'Espagnols. Ma communauté est 35% d'origine mexicaine et tout dans notre musée, nos employés, nos expositions sont bilingues. Je vais en parler plus longuement tantôt. Et je comprends que c'est pas nouveau,
mais je viens de réaliser que je suis au Canada et à Ottawa en particulier, où c'est pas nouveau, mais croyez-moi, aux États-Unis, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les musées. On a décidé qu'on allait faire de notre musée un endroit de rassemblement accueillant où les gens se sentaient heureux. On a décidé qu'on allait trouver des façons de connecter les gens avec des étrangers, des gens d'environnements différents, d'expériences différentes, d'âges différents. Et on a décidé qu'au lieu d'être un endroit où on avait le sentiment qu'on n'avait pas assez d'argent dans notre poche ou assez de lettres après notre nom pour comprendre ce qui allait se passer, qu'on allait être un endroit qui allait faire des arts et de l'histoire eux-mêmes. Et comme Catherine a dit, c'est pas juste un changement philosophique, c'est devenu un changement d'affaires également. Donc, lorsque je suis arrivée en 2011, on avait un budget de 700 000 par année. On avait 7 employés et 17 000 visiteurs annuels. La majorité d'entre eux, c'était des gens blancs, retraités et des enfants d'école. Aujourd'hui, ou l'année passée, voici à quoi ça ressemblait. Un budget de 3 millions, 40 employés, 148 000 visiteurs. Et ces visiteurs, maintenant, reflètent la diversité de l'âge, des revenus et des races de notre communauté. Et comment est-ce qu'on y est arrivé? C'est la question qu'on se pose. C'est la raison pour laquelle je viens vous parler, parce que les gens veulent savoir comment est-ce qu'on a fait ces changements. Et donc, il y a quelques années, on a commencé à regarder notre propre histoire pour voir s'il y avait une tendance. Et là, ce qu'on a découvert, c'est que c'était très simple, en fait. Nous croyons que nous avons réussi parce que notre organisation est pour notre communauté et de notre communauté. Ça veut dire que nos employés, le personnel, le contenu est représentatif de notre communauté. Nos programmes sont co-créés par notre communauté, donc on est accueillant pour notre communauté. Je vais vous donner un exemple très simple. Voici un projet qu'on a fait, en fait, en 2012, il y a très longtemps maintenant. On voulait inviter des gens à se connecter avec cette idée de collection, quelque chose que tous les musées ont. Et on voulait que les gens puissent partager leur propre collection, mais on ne voulait pas leur tracteur ou leur machine à coudre, et on a décidé qu'on allait créer un espace où les gens pourraient partager les souvenirs collectifs qu'ils avaient. Donc, on a pris cet espace, on l'a rempli de bocaux vide. On a fait une murale sur le mur pour expliquer ce qu'on était supposé faire. On a pris des matériaux, sortir un souvenir de notre tête et le mettre sur le mur. C'est toujours terrifiant d'ouvrir un projet lorsqu'il est complètement vide et on s'attend à ce que ce soit la communauté qui va venir le compléter. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'ils ont complété des centaines et des centaines de bocaux et en fait, on a eu des commanditaires qui nous ont donné des bocaux et il y avait des souvenirs simples. Je me souviens que mon père m'a appris à jouer au golf. Il y avait d'autres genres de souvenirs. Je me souviens avoir porté une robe rouge la journée de mon mariage. Je me demande quelle est l'histoire derrière ça. Voici un que j'ai bien aimé, un souvenir que j'ai bien aimé. Une femme qui a dit, je me souviens, j'avais 5 ans et j'ai été laissée à l'église dans ma meilleure robe afin qu'une autre famille me prenne. Je suis partie dans ma robe. Je me souvenais comment me rendre à la maison. Je me promenais dans les rues. Il faisait chaud dans ma robe. J'avais mal aux pieds et j'ai trouvé mes parents au petit dépanneur. Alors, ils étaient malheureux. C'est pas une histoire qu'on aurait pu écrire nous-mêmes. C'est pas une histoire que nos employés auraient pu mettre sur le mur. Ça nous est provenu parce qu'on a invité notre communauté. Donc, si vous regardez ce cadre de travail de parcours, on a des souvenirs de notre communauté partagés par divers membres de la communauté pour le plaisir de tous les visiteurs, afin qu'on puisse raconter plus d'histoires dans notre espace. Donc, ce cadre de travaille dans un format, dans un projet comme celui-ci, mais on s'en est aussi servi au niveau de l'institution. Et ce qu'on a découvert, en fait, lorsqu'on a regardé cette tendance, c'est qu'on n'a pas juste vu cette tendance dans notre organisation. On a vu que ça fonctionnait dans plein d'autres organisations partout dans le monde. Les bibliothèques, les parcs, les théâtres, les centres de santé qui faisaient un très bon travail. Ils impliquaient les gens de leur communauté dans ce qu'ils faisaient. Donc, il y a environ 1 an, on a décidé qu'on allait créer ce site web de parcours et on allait inviter les gens de partout dans le monde à partager leurs outils et leurs histoires pour voir comment ils se servaient de ce processus. On a 2 offres. Alors, le site web plein d'histoires et d'outils gratuits et on bâtit aussi ce qu'on appelle le réseau changement. Et c'est un programme pour les organisations qui ont décidé qu'ils s'engagent à devenir une organisation de parcours et ils veulent du soutien et de l'imputabilité. En ce moment, en ligne, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, l'offre qu'on a, c'est l'auto-évaluation. C'est une façon d'avoir un sens immédiatement d'où votre organisation en est dans ce processus de parcours de la communauté. Je vous dirais qu'il y a environ 2000 personnes qui ont fait cette évaluation. Il y en a à peu près la moitié qui sont de la culture et des arts, les musées, les sites historiques, les théâtres, les symphonies, les centres de musique, mais environ la moitié, c'est d'autres organisations civiques, comme les bibliothèques, les parcs, les centres de santé, d'autres
type de centre communautaire. Si vous ennuyez pendant ma présentation, vous pouvez sortir votre téléphone et essayer. Ça prend environ 5 minutes et vous allez avoir un rapport qui va vous être envoyé pour vous donner une idée d'où vous en êtes en ce moment. Mais je veux partager avec vous certaines des choses que nous avons apprises de ces 2000 organisations partout dans le monde, dans 45 pays en ce moment. La première question qu'on leur pose, c'est ceci. On dit sur une échelle de 1 à 5, où 1, on est en désaccord et 5, on est complètement d'accord. Notre institution accueille les personnes de tout âge, antécédent et capacité. La réponse qu'on voit le plus souvent dans ces 2000 organisations, c'est un 5. La plupart des organisations, les leaders d'organisations, ils pensent qu'ils accueillent les personnes de tout âge, antécédent et capacité. Mais ne soyez pas choqués, parce que la prochaine question qu'on leur pose, c'est ceci. Bon, sur une échelle de 1 à 5, nos participants sont un miroir de la diversité de notre communauté. Ici, la réponse qu'on voit le plus souvent auprès de ces 2000 organisations, c'est un 2. Ils sont en désaccord. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible qu'on accueille bien les gens, mais tous les gens ne passent pas par les portes? Je pense que c'est possible parce que de mettre un panneau d'accueil, ce n'est pas assez. Je pense que c'est possible parce qu'on s'est concentré pendant des années sur l'autre côté de l'équation, de voir comment on peut améliorer nos installations, notre service à la clientèle, notre expérience, notre programmation, notre marketing. Mais on n'a pas assez pensé à comment être représentatif de cette communauté, de comment être co-créé avec eux. Donc, on se sert de cette formule très facile pour voir comment ça fonctionne. Donc, si vous voulez être accueillant pour les gens, surtout les gens que vous n'avez pas accueillis dans le passé, nous croyons que la meilleure façon d'y arriver, ce n'est pas une question de marketing ou de quel spectacle vous présentez, c'est qui les produit et qui est impliqué dans la création. Et en passant, si ma mère vous demande ce que je fais avec mon diplôme en génie, vous pouvez voir qu'il y avait un plus, puis on dirait qu'il y a quelque chose de mathématique, là. Elle semble bien s'en tirer. Mais on a vu cette formule en action partout dans le monde. Donc, je veux partager avec vous quelques histoires de à quoi ça peut ressembler en action sur le terrain. Bon, je vais mener quelque part qui m'inspire. C'est la librairie l'État à Brisbane, en Nouvelle-Zélande. C'est quelqu'un qui a déjà visité? Non, mais la prochaine fois que vous êtes à Brisbane, faites-vous un petit cadeau et allez visiter cette bibliothèque. J'y étais là après l'ouverture en 2009 et c'était une des bibliothèques les plus contemporaines que j'ai vues. C'était énorme, plan ouvert. Et j'étais là parce qu'ils se sont rendus compte que bien qu'ils ont construit cette nouvelle bibliothèque, il y avait des gens qu'ils avaient exclus et donc ils voulaient qu'ils se sentent inclus et c'était les Autochtones dans la région. Ils ont dit, on veut être une bibliothèque pour les Autochtones dans notre région, il faut trouver la façon de faire. Alors, ils avaient ce problème classique. On veut être pour quelqu'un, mais on ne sait pas comment faire. Alors, comment résoudre ce problème? Habituellement, on devine. On me sent souvent dans une communauté qu'on ne connaît pas si bien. L'approche est simplement, planifions une fête surprise pour les gens qu'on ne connaît pas et devinons qu'est-ce qu'ils vont aimer comme à manger, la musique et quand ils vont vouloir y participer. Et lorsqu'ils se pointent pas ou se pointent et soudainement ne sont pas extrêmement reconnaissants pour la fête, ils vont demander pourquoi vous me servez ça, je me sens pas bienvenu, etc. On se sent OK, on a essayé, mais on ne sait pas ce qui cloche. Et je suggérais une autre façon de faire, autre qu'une approche de fête surprise, quoi. C'est la façon que fait la bibliothèque. Si on commençait par un comité d'aînés et on va prendre des idées, des concepts qui viennent d'eux. Donc, la façon qu'on va le développer, c'est co-créé par eux. Donc, j'étais assez chanceuse pour y être avec ce groupe de conseil consultatif communautaire, quoi. Et on était dans la salle, il y avait des libraires, des aînés, il y avait des aînés comme moi, et tout le monde parlait sur la façon de comment créer le centre de connaissances autochtones pour cette bibliothèque. La première chose, les aînés ont dit, c'est ceci. Pour nous, partager la connaissance ne se produit pas, c'est pas ça par les livres, c'est par le fait de la musique, la danse est intergénérationnelle. Il faut que ça soit coloré, ça ne peut pas être stérile comme un hôpital. Et on fait voir ces libraires qui regardaient leur
trouvaient l'espace tout blanc, tout propre, etc. Et ensuite, les aînés ont dit, la façon la plus importante qu'on partage les connaissances autour d'un feu. Je ne sais pas combien de libraires que vous connaissez, ou bibliothécaires, mais c'était un moment de vérité. Ils ont décidé, est-ce qu'on disait la vérité, est-ce qu'on a dit qu'on voulait être pour les Autochtones, ou est-ce qu'on espérait qu'ils traverseraient les portes de notre nouvel espace et nous remercieraient pour le privilège de se faire. Et pour leur crédit, bon, ils ont déterminé que c'était la vérité. Donc, ils ont pris cet espace, ils l'ont rendu un espace coloré, intergénérationnel, et ils ont trouvé un endroit où ils ont créé ce foyer, si on veut, donc où les jeunes du monde pourraient se rencontrer à la bibliothèque, partager la connaissance et bâtir la communauté, qui était la mission de cette institution. Et tout ça s'est produit en environ 10 ans. Alors, j'étais ravi de découvrir, lorsque je parlais avec eux l'an dernier, qu'ils ont continué cet effort et que maintenant, depuis l'opération, ils sont en train de penser du côté de et par. Pour la première fois, ils ont des bibliothécaires qui sont autochtones, bon nombre des programmes dans le centre et dans la bibliothèque sont co-créés par des Autochtones. Et donc, ça fait que cette bibliothèque est un endroit accueillant pour les gens qu'on voulait accueillir. Alors, voici à quoi ça ressemble lorsque ça fonctionne. Et c'est pas un processus immédiat. C'est pas quelque chose nécessairement qui est facile, mais c'est pas très compliqué non plus. Et ça peut être aussi simple que déterminer comment être de et par les gens qu'on veut impliquer. Je vais passer quelques instants sur le côté par, parce que lorsqu'on parle de diversité et inclusion, on se concentre sur le côté de, donc qui est sur le conseil, qui est le personnel, qui est sur scène, mais je vais vous inviter à réfléchir aussi aux premières étapes que vous pouvez prendre pour établir des partenariats plus tissés, si on veut, avec les groupes communautaires. Alors, plus tôt, j'ai parlé de cette croissance incroyable dans le nombre de visiteurs, qu'on est passé de 17 000 à 148 000 et on est devenu plus diversité. Mais il y a plus de croissance derrière ça. Pour l'atteindre, il fallait augmenter de façon incroyable et diversifier nos partenaires. Donc, j'ai commencé en 2011. On travaille avec 50 partenaires annuellement pour co-créer des programmes. Donc, c'est des gens qui font partie des événements, des expositions. Et maintenant, ce chiffre est maintenant 2000 partenaires par année. Donc, j'ai dû mettre mon chapeau de mathématiques. Donc, pour avoir 9 fois plus de participants, il fallait avoir 40 fois plus de partenaires. Donc, bon nombre des gens qui qu'on a travaillé, on travaille pour une nuit seulement, un soir seulement. Donc, des gens qui venaient faire des soirées. Donc, des femmes sages qui venaient partager de leurs histoires, un couple de motards, si on veut, polynésiens, donc pour partager leurs histoires. Bon nombre de nos partenaires sont enracinés dans l'idée que si on crée quelque chose qui est vraiment votre histoire, on veut travailler avec des partenaires qui sont en train de co-créer, si on veut, ou qui appartiennent à cette histoire. Donc, ça crée une expérience plus authentique, plus de qualité. Ça donne un sentiment d'appartenance aux gens à qui ça appartient plutôt que juste qui le consomment. Et ici, voici un groupe qu'on appelle le C3. Donc, c'est le comité créatif. Chaque année, on a un comité de 50 à 150 personnes dans notre communauté autour d'une question quelconque. Donc, ça, c'était un groupe qui était organisé selon les divisions, si on veut, du Nord-Sud. On avait des groupes qui ont concentré sur les personnes âgées et l'isolement social. Donc, on essaie de rassembler des gens autour des questions qui sont importantes dans nos communautés, pour lesquelles aussi on veut faire des projets, mais qu'on voit qu'il y a une opportunité pour la bibliothèque, le musée plutôt, d'être connecté et être au centre de la conversation pour des questions clés de notre communauté. Donc, je regarde cette photo, je vois des différentes personnes, des politiciens, des jeunes, etc., des différentes personnes qui ont co-créé. Et lorsqu'on établit un partenariat avec eux, ils apportent la confiance et la crédibilité à leur communauté pour inviter leur communauté. Et on a découvert que notre capacité d'atteindre un nouveau auditoire, même si on pense que l'événement est parfait, le programme est parfait, si on n'établit pas un partenariat avec quelqu'un de notre communauté, la capacité de rejoindre cette communauté est moindre. On n'est pas crédible, les gens ne font pas confiance. Nos partenaires, eux, on leur fait confiance, ils sont crédibles. Et donc, c'est clé pour travailler avec ces organisations. Voici quelque chose qu'on voit qui est une différence dans l'auto-évaluation. Donc, on pose cette question sur l'auto-évaluation. Environ quel pourcentage aux programmes publics sont co-créés avec des partenaires communautaires? Pour notre musée, c'est 90 %. Et ce qu'on voit dans l'auto-évaluation, c'est 0 à 10 %.
Et je sais pourquoi ça se produit. Nous sommes tous très investis dans notre expertise professionnelle, dans le personnel, les musiciens, les artistes avec lesquels on travaille. Et c'est très important de faire mettre cette expertise en avant. Mais je peux vous dire que lorsqu'on peut établir un partenariat pour partager cette expertise, ça crée une opportunité et un sentiment de confiance qu'on n'obtiendra jamais avec les gens dans notre propre espace. Alors, si on regarde comment ça fonctionne et la ventilation, bon, éventuellement, c'est une question de confiance. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, on travaille avec des organisations un peu partout, et on essaie de comprendre comment, oui, c'est d'apprendre comment être pour et par leur communauté. Donc, il y a 38 organisations avec lesquelles on travaille actuellement, donc Oakland Symphony, et je vais partager avec vous un faux départ qu'ils ont eu pour essayer de créer quelque chose de communauté. Je vais sauter ça. Une des choses qu'on a entendues de l'organisation, c'est que, vous savez, on croyait qu'on faisait des choses, même si nous pensions faire des choses qui étaient de la communauté par celle-ci, mais finalement, c'était pour but lucratif, quoi. Donc, je partageais une histoire derrière ça. Donc les gens se sentent comme ça lorsqu'on fait ça. Donc, voici la symphonie de Oakland en Californie. C'est inhabituel. C'est dirigé par un directeur d'origine afro-américaine. Et leur activité dans la communauté est très diverse, très militant, et ça reflète la communauté qu'ils desservent. Donc oui, ils font des concerts traditionnels, mais aussi ils font des événements qui ont différents sentiments, feeling, et ils créent beaucoup de programmation qui répondent au partenariat de leur communauté. Donc, il y a quelques années, vous vous souvenez, le feu du Ghost Ship à Oakland, et c'était le deuxième pire incendie dans un espace artistique aux États-Unis, autre que Providence. Il y a 36 artistes qui sont décédés dans cet espace, et ça s'est produit à Oakland, en Californie, où se trouve la Symphonie d'Oakland. Donc, la Symphonie a décidé, nous voulons faire quelque chose qui répond et avec les communautés autour du Ghost Ship. Alors, ils ont décidé de demander une pièce, payer pour une pièce, donc une œuvre, le Ghost Ship Memorial, d'un compositeur local. Et ils étaient pour faire ça de pair avec le Requiem de Brahms. Donc ça, c'est le concept original pour les billets. Vous pouvez voir Ghost Ship Memorial, c'est en première ligne et le Requiem est en deuxième ligne. Donc, ils ont eu des changements de personnel comme bon nombre d'organisations. Tout le monde a discuté financière, tout le monde a discuté avec différentes choses qui changent. Et bien qu'ils ont commencé ça avec une bonne idée, ils ont demandé le travail, ils ont pas vraiment établi les partenariats dans l'organisation avec la communauté de façon ça dure. Donc, lorsqu'il y a eu des changements dans le personnel, la dernière version des billets était celle-ci. Donc, le Requiem d'abord et le Ghost Ship deuxième. C'est pas que la symphonie a fait quelque chose de mal, ils n'avaient pas les relations continues. Or, de là, la demande initiale pour comprendre pourquoi c'était important. Lorsqu'ils vendaient des billets, ils vendaient des billets pour quelque chose qui faisait que bon nombre des gens de la communauté Ghost Ship se sentaient comme, bon, on se sert de nous pour vendre des billets pour autre chose. C'est quoi notre place ici dans ce concert? Et à la fin, ils ont dû faire ce genre de contrôle, correction de dommages qui arrive souvent, ce qu'on fait tout pour établir des connexions avec la communauté. Les gens étaient en colère, et finalement, ça s'est bien passé, mais c'était pas extraordinaire. Et ça n'a pas commencé extraordinaire parce qu'ils ont commencé avec cette idée qu'on veut répondre à la communauté, mais ils l'ont fait de façon très plutôt qu'établir des relations avec la communauté Ghost Ship et leur demander, bon, à quoi ça ressemblerait si on faisait quelque chose ensemble qui représente vraiment la communauté. Il nous dit pour l'interprète. Non, donc essentiellement, ils ont demandé le travail, ça prend du temps, donc la connaissance additionnelle de ce qui se passait n'était pas soutenue par une relation avec la communauté associée avec le Ghost Ship, et c'était essentiellement un artiste qui était un ami de quelqu'un qui est décédé, et des membres de la famille qui ont lancé les manifestations, quoi. Oui, il y en a plus derrière cette histoire. Et donc, on fait ça tout le temps. C'est pas juste la symphonie d'Oakland. Souvent, une des choses qui nous empêche de commencer à faire du travail dans les communautés, c'est qu'on a peur de ces genres de situations qui se manifestent. On a peur qu'on va faire une erreur et qu'on va
On a l'impression comme si les gens pensent qu'on est élitiste, etc. Qu'importe la situation. Et je vous invite à réfléchir sur la façon dont vous pouvez voir ces occasions comme des opportunités de croissance et pour faire des changements. Donc, un exemple que font bon nombre d'orchestres, c'est des conférences de souvenirs, des concerts de souvenirs, pardon. On est venu la journée Dieppe, journée D, et on croyait avoir invité la bonne communauté à notre concert et il y a eu un vétéran dans la salle. Donc, ce genre de choses, encore une fois, est un manque de communication de notre part. Merci d'avoir partagé. Et je pense que c'est une faute dans l'idée de faisons quelque chose pour les vétérans plutôt que faisons quelque chose en partenariat. Donc, ça devient de cette communauté. Donc, ils se sentent comme ils y appartiennent. Et bon nombre de gens voient ce genre de travail moraliste. Il faut faire de l'engagement communautaire. Dans mon expérience, comme vous avez vu ce qui s'est passé au Mans, c'est un choix d'affaires. Et c'est aussi une façon de se sentir plus confiant que la programmation qu'on essaie de créer atteindra le public cible plutôt que de planifier une fête surprise ou ce concert et espérer que tout fonctionne, quoi. Donc, je vais partager une histoire de notre expérience au Mans, comment on a changé un événement qui fonctionnait avec problème et comment on a pu modifier. L'événement dont je vais parler, c'est ce qu'on appelle Dia de los Muertos. Et Dia de los Muertos est une célébration culturelle, une tradition dans l'Amérique latine d'honorer les ancêtres. Et ça se passe au début de novembre, donc juste après l'Halloween, 1er novembre. Et je vais commencer ce terme Latinx, qui est un terme généralisé pour les Latini, ceux qui sont latinos, latina, qu'importe le terme qu'on utilise. Nous, on utilise Latinx. Alors, c'est le terme que je vais utiliser. Comme j'ai mentionné plus tôt, ma communauté est très Latinx, 35%, et la majorité viennent d'un État du Mexique, le Oaxaca, qui est le centre de Dia de los Muertos en Amérique latine. Et donc, depuis longtemps, c'était logique pour nous que si on voulait être pour les Latinx, Dia de los Muertos, il faut le célébrer. C'était une bonne idée. Donc, le musée, donc, on était hôte d'une célébration Dia de los Muertos pour la ville depuis 12 ans. Lorsque je suis arrivé en 2011, Dia de los Muertos était à l'intérieur du musée, si on veut. Il y avait cet hôtel qu'on avait créé, ce qu'on pouvait partager des souvenirs des gens qui sont décédés. On avait de la danse folklorique et on avait différentes choses qui n'étaient pas très traditionnelles non plus, comme limbo, quoi. Et lorsque je regardais l'événement, j'ai remarqué que cet événement fonctionnait très bien, mais c'était très blanc aussi. La majorité des gens qui venaient à l'événement étaient blancs, de race blanche, et on s'est rendu compte, éventuellement, on a eu des conversations sur le fait que peut-être ce qu'on faisait, c'était appropriation culturelle. Et puis ce qu'on faisait, c'était pas vraiment pour les Latinx, mais plutôt on présentait une expérience Latinx, si on veut, pour la communauté blanche. À l'époque, dans notre cadre, ça ressemblait à ceci. On n'avait pas d'employés du tout qui étaient Latinx et très peu de responsables d'événements. C'était co-créé par 5 partenaires, donc surtout des Blancs. Et à l'époque, on avait un festival qui était pour 380 personnes et dont 300 étaient Blancs. Donc, même côté affaires, si on y pense, le jour qui devait être une journée la plus importante pour les Latinx, environ 80 personnes venaient, c'était pas la majorité dans cet espace, et ils venaient seulement ce jour-là. Alors, on savait qu'on pouvait mieux faire, même si on se concentrait uniquement du côté chiffres, mais on veut que ça soit mieux, et on croyait que la façon que c'était pour atteindre nos chiffres, c'était de trouver une façon différente. Alors, comme on fait souvent, on a commencé du côté donc, on a recruté de nouveaux partenaires. Donc, une organisation à Santa Cruz, Cabecenderos, c'est une organisation qui fait musique et danse. Donc, on les a contactés, on dit, écoutez, on voudrait vous impliquer dans Dia de los Muertos. Et même le langage que j'utilise, c'est la façon qu'on a commencé notre partenaire. On disait, nous avons quelque chose et on voudrait vous inviter, il fait partie. Ce qu'on a appris avec le temps de travailler avec Senderos et d'autres partenaires, c'est que maintenant, on ne parle pas comme ça. On dit, qu'est-ce que vous faites est extraordinaire. Et on voudrait trouver une façon de vous soutenir dans ce que vous faites. Comment est-ce qu'on peut vous aider à atteindre le prochain niveau?
Et Senderos, qui a commencé comme un partenariat de eux qui participaient dans notre Dia de los Muertos, c'est maintenant mené par Senderos et soutenu par le musée comme établir l'espace pour le faire. Donc, la première chose qu'ils ont dit, c'est oui, on va amener de la musique et la danse, mais vous savez, c'est un événement qui est à honorer les morts et votre musée gère un cimetière historique. Alors, pourquoi qu'on fait ça au musée? Donc, la façon que ça fonctionne maintenant, ça commence au musée, donc les gens ont leur déguisement et tout, et ensuite, il y a une procession d'un 1,6 km, qui traverse la ville et se rend au cimetière. Donc, plutôt que d'avoir un hôtel qu'on a créé dans l'espace de musée, il y a une dizaine d'hôtels dans le cimetière où les gens peuvent partager des histoires et des souvenirs intimes des gens qu'ils ont perdus. Mais maintenant, plutôt que d'un festival de 2 heures, nous avons un festival d'une journée et même d'un soir, qui inclut la danse, la nourriture, il y a des gens qui couchent là même, et c'est devenu une célébration énorme menée par ou dirigée par les Latinx. Et si vous regardez, passer à travers ce processus, c'était vraiment mené par nos partenaires pour déterminer comment on pouvait les soutenir, comment ils pouvaient faire ça de plus en plus important, aussi significatif. Et on a pris ce travail de part et de ce partenariat pour changer qui nous étions aussi. Parce qu'en même temps qu'on faisait ce travail pour approfondir nos partenariats, on voulait changer aussi qui était sur les membres du personnel et sur le conseil. Ça, c'est Hélène O'Donnell qui est directrice de Dia de los Muertos, coordinateur au MA. Et je vais être très clair, c'est pas la bonne personne pour diriger Dia de los Muertos parce qu'elle est Latinx, mais parce qu'elle est Latinx, elle a des compétences qui fait qu'elle est très bonne dans son travail. Donc, elle est bilingue, par exemple. Bon, nos partenaires sont monolingues, si on veut, unilingue espagnol. Est-ce que les gens se sentent mieux lorsqu'ils parlent à quelqu'un qui parle leur langue? Oui. Elle a toujours connu Dia de los Muertos avec sa famille, qui ne semble pas être important pour vous, mais je vais vous dire, je suis juive, vous ne voudrez pas que je planifie votre fête de Noël. Pas que je pourrais pas le faire, mais je crois que je ferais peut-être un meilleur travail si j'avais une connexion quelconque à ce que voulait dire cette fête. Elle est plus importante, c'est la bonne personne parce qu'elle fait ce que tout notre personnel faisait, c'est de vraiment identifier, non comme la personne qui organise, mais plutôt la personne qui fait de l'espace pour nos partenaires pour leur permettre de s'impliquer. Et maintenant, si on regarde Dia de los Muertos, on a le personnel et des bénévoles qui reflètent la communauté. En 7 ans, on est passé de 100% blanc, si on veut, à 50% de personnes de couleur et les majorités sont Latinx. Maintenant, nous avons un événement qui est co-créé par 50 artistes de la communauté Latinx et on a un événement qui sert beaucoup plus de gens, 1300 gens. Et cette année, on pense qu'on va rejoindre le 2000 et la plupart d'entre eux sont des Latinx. Et je vais être clair, il y a plus de Blancs maintenant qui viennent que jamais auparavant, mais ils viennent à un événement qui est centré sur l'expérience Latinx. Et peut-être ce qui est encore plus important maintenant, concernant le Dia de Muertos, c'est pas la journée par année où les Latinx, ils sentent que c'est pour eux au Mans. Maintenant, c'est un événement signature dans une année. Notre relation avec nos partenaires Senderos, c'est très étroit. Lorsqu'ils font un concert ailleurs, après, ils viennent se tenir au musée pour célébrer. Lorsqu'ils ont des artistes, des musiciens qui proviennent de Oaxaca pour un échange culturel, le premier endroit où ils les amènent, c'est au musée pour faire une visite parce qu'ils savent que c'est un très bel endroit pour que les gens en apprennent sur notre communauté. Ils savent que nos employés et notre programmation sera bilingue et ça va être accueillant. On a fait ces changements, c'était pas du jour au lendemain, ça a pris des années. Et je dois vous dire que les défis qui sont reliés à ceci ne sont pas des défis qui sont seulement dans un secteur. Ce qu'on voit, en fait, dans les 2000 organisations, dans l'auto-évaluation, c'est que tout le monde, peut-être qu'ils ne sont pas clairs concernant la question de participation, mais c'est très clair lorsqu'il est question des employés du conseil. Lorsqu'on leur demande comment est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que vos employés reflètent la diversité de la communauté, la réponse est un 2 et on obtient la même réponse lorsqu'on parle du conseil. Je ne suggère pas que ces changements sont faciles à faire, mais je crois qu'ils sont puissants à faire et que, quoique peut-être que c'est pas facile de faire ces changements, ça ne veut pas dire que c'est complexe que ça. Alors maintenant, en parlant de simplicité, il y a 3 façons de commencer. Si vous voulez faire ceci avec votre propre organisation. La première chose, c'est que vous pouvez essayer l'auto-évaluation, donc vous pouvez aller en ligne
sur notre site Web. Vous allez trouver l'auto-évaluation. J'aimerais bien voir plus d'orchestres et de symphonies dans cet outil d'auto-évaluation. J'aimerais voir plus d'organisations canadiennes dans l'auto-évaluation. J'aimerais que vous ayez une idée d'où vous en êtes avec votre organisation en ce moment. Si ça vous intéresse, vous savez, il y a aussi l'opportunité d'aller plus loin dans le Change Network. On travaille avec 38 organisations en ce moment. Nous allons ouvrir plus d'espace d'ici la fin de l'année. On espère que d'ici la fin de 2020, qu'on aura environ 200 organisations dans le monde qui vont faire ce genre de travail. Il y en a 2 au Canada en ce moment, le ROM à Montréal et le Genesis Center à Calgary. Et vous pouvez voir aussi la diversité des organisations ici. Il y a des théâtres, mais il y a également des bibliothèques, des parcs. Il y a des fiducies de village, des centres de santé. Il y a toutes sortes d'organisations différentes. Et ce qu'on entend des gens, c'est que de travailler dans des secteurs différents et avec des gens de parties différentes du monde, ça a vraiment aidé à entamer de nouvelles conversations. On sait que c'est puissant d'être dans des salles comme celle-ci avec nos collègues, de parler de notre secteur, mais je crois également que parfois, les idées qui catalysent vraiment, c'est lorsqu'on connecte avec des gens, de nouvelles personnes, de nouveaux secteurs. Deuxièmement, une chose spécifique que vous pouvez faire, et on va faire ça dans l'atelier si vous restez avec nous, il faut vraiment bien définir les communautés d'intérêt. Vous savez, souvent, on trouve que lorsque les organisations commencent à faire ce genre de travail, ils voient, bon, mais il y a tellement de communautés qui ne sont pas impliquées ou qui se sentent exclues. On va essayer d'aller toutes les rejoindre. Et si vous essayez de toutes les rejoindre, c'est noble et ambitieux, vous devrez aller de l'avant, mais je suggère que vous commencez avec une communauté. Et la façon dont on travaille, nous, dans notre réseau, c'est qu'on donne des outils pour aider les organisations à choisir une communauté où ils veulent s'impliquer. Donc, voici quelques exemples de ces communautés. Alors, des mamans somaliennes du quartier de Burnsville, ça, c'est une bibliothèque au Minnesota. Des étudiants au collège communautaire qui sont d'anciens détenus. C'est un théâtre. Des artistes péruviens traditionnels, ça, c'est un centre à New Mexico. Le dernier, je l'adore. Ça, c'est d'une station radio au Texas. Ils ont la plus grande région géographique de toutes les stations de radio aux États-Unis. Ils ont décidé qu'elle allait se concentrer sur une communauté de 10 personnes, des aînés, qui reçoivent un déjeuner gratuit au centre de nutrition du centre-ville. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'une entité comme celle-ci, avec une grande région géographique, pourquoi est-ce qu'ils voudraient se concentrer sur 10 personnes? Comment est-ce qu'on prend ces décisions? Mais ce qu'ils ont compris, c'est qu'il y avait tellement de gens qui étaient aînés, qui étaient pauvres, qui vivaient dans des parties rurales, et ils pensaient qu'ils pourraient avoir un impact sur eux avec leur programme. Ils ne savaient pas comment le définir en tant que communauté. Ils n'allaient pas aller dans des petites villes partout dans l'ouest du Texas, mais ils ont compris, voici une petite communauté de gens qui se rassemblent pour jouer au bingo et dîner à tous les vendredis, et on pourrait envoyer des journalistes, on pourrait envoyer nos employés pour qu'ils apprennent à les connaître, pour co-créer de la programmation avec eux, et on croit que ça va faire de nous une organisation plus accessible pour tous les aînés au Texas. On a entendu de certains de ces exemples. Le Ghost Ship Memorial Community, ça n'aurait pas dû être si difficile de voir qui étaient les gens dans cette communauté. On parle d'anciens combattants. Si vous êtes dans une grande ville, peut-être que vous allez devoir être plus spécifique et dire, bon, mais ça va être ce groupe de vétérans-là ou des anciens combattants qui obtiennent des services dans un endroit. Lorsque vous êtes très spécifique avec les communautés, vous pouvez aller leur parler. Ensuite, vous pouvez comprendre qu'est-ce qui est important pour eux. Et au lieu d'essayer de deviner et de planifier, vous avez des vrais humains avec qui vous pensez comment est-ce qu'on peut rejoindre non seulement ces individus spécifiques, mais comment rejoindre plus de gens grâce à eux. Et la troisième chose à laquelle je veux que vous pensiez, et c'est plus conceptuel, c'est penser à comment vous cadrez votre travail en faisant de l'espace, en créant un espace. Ce cadre de travail est venu de Beck Tench, une personne que j'admire. Elle est membre du conseil de Up By For All et on l'a embauchée environ 15 ans. Elle a été embauchée par un centre de jardin et de nature dans le sud des États-Unis et on lui a dit son travail, c'était d'introduire une culture numérique dans cet institut très traditionnel. Ils lui ont dit, ton travail, c'est de prendre des risques et si tu n'échoues pas, tu ne fais pas ton travail. C'est un peu épeurant, non? Et ce qu'elle a compris très rapidement, c'est que pour réussir en tant que personne qui prend des risques, ça lui prenait quelqu'un d'autre. Son patron devait faire de l'espace pour elle, pour lui donner non seulement un bureau, un salaire, mais l'espace, le soutien pour faire ce genre de travail. Donc, elle avait un spacemaker, son patron Troy, ils avaient une très bonne relation. Elle a commencé à prendre des risques avec des projets numériques dans cet espace. Mais ensuite, elle a compris, environ un an plus tard, la façon la plus efficace pour moi de changer la culture de cet institut, c'est pas pour moi,
de prendre des risques, mais il faut que moi aussi, je fasse de l'espace pour les autres. Je crée des espaces pour les autres. Lorsque j'embauche de nouveaux employés, je leur montre ces images et je leur dis, vous êtes ici parce que vous avez fait des choses extraordinaires et vous êtes une personne, un créateur de choses, un artiste incroyable, un éducateur incroyable. Et vous pouvez probablement prendre de très bons risques. Et je veux vous pousser à prendre un pas de plus et de penser pas à comment vous pouvez faire cette chose, mais comment vous pouvez aider les autres à travailler avec vous. Et on dit toujours au MA que la réussite en tant qu'employé, c'est pas basé sur ce que vous avez créé, mais comment vous avez créé de l'espace pour les autres, pour vos employés, pour les bénévoles, pour les partenaires communautaires, les membres de la communauté, afin qu'eux, ils puissent créer. C'est un virement qui est assez difficile à faire. J'ai commencé comme designer d'exposition. J'étais très fière de mes créations. C'était mes choses qui étaient sur le mur. Et ça m'a pris un bon bout de temps avant de pouvoir traduire où j'ai eu ce sens de satisfaction. Il fallait que je m'éloigne du fait que j'étais la personne qui faisait la chose, qui prenait les risques. Mais je vous invite à penser à ces opportunités. Lorsqu'on crée de l'espace pour les autres, il y a beaucoup plus de choses qui vont être créées. Et vous allez rentrer dans votre espace, dans votre hall d'exposition, dans une salle de concert, vous allez voir des choses qui vont vous surprendre et qui vont vraiment vous plaire, créées par des gens que vous ne connaissiez même pas. Des gens à qui vous allez donner l'espace et le soutien pour qu'ils puissent se servir de leur créativité, de leur propre communauté, de leurs propres histoires. Sur ceci, je veux vous remercier et je veux vous inviter à penser à comment on peut faire en sorte que ces espaces extraordinaires, que ces orchestres soient quelque chose qui est de, par, pour tous. Merci.